Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au point presse de rentrée du ministère des Armées. Nous avons décidé d'innover légèrement en décalant ce point presse qui était initialement prévu à 10h à 11h. Au programme de ce point presse, nous aurons donc la présentation des agendas du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Nous ferons ensuite un point sur les actualités du ministère et avec notamment l'intervention du colonel James, chef de corps du lycée militaire de Saint-Cyr, qui nous parlera du BTS Cyberdéfense, une formation qui répond à un réel besoin de notre armée et qui rencontre un grand succès auprès des jeunes. Le focus thématique de cette semaine revient sur l'exercice Pégase 23, une projection de puissance de l'armée de l'air et de l'espace en Indo-Pacifique. Comme le rappellera notre intervenant, le général de division aérienne Tardif, directeur de l'exercice en phase 3 sur le dispositif déployé en Indonésie. Nous ferons enfin le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Tout d'abord, avant d'évoquer les agendas, je souhaite m'associer à la peine des familles et des frères d'armes des 3 militaires morts en Irak ces dernières semaines. L'actualité a été marquée par le décès du général Georges Lain, dont un hommage national a été rendu le 25 août. Mais au-delà, je souhaite rendre hommage aux 3 soldats morts en Irak dans l'accomplissement de leur mission. Le sergent Baptiste Gauchot, du 19e régiment du génie, décédé le 18 août. L'adjudant Nicolas Latourte, du 6e régiment du génie, décédé le 20 août. Et le sergent Nicolas Mazier, du commando parachutiste de l'air numéro 10, décédé le 29 août. Comme l'a rappelé le ministre des Armées, la mission Chamal doit empêcher l'État islamique de se reconstituer au Levant et la renaissance de cellules d'appui à des attaques terroristes sur notre propre territoire et en Europe. J'en viens maintenant aux agendas de M. Sébastien Lecornu et de Mme Patricia Mirallès. Ce lundi, le ministre des Armées a participé à la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. Cette conférence, qui a lieu chaque année depuis 1993, permet d'affirmer les principes d'intérêt et de solidarité de la France et donner au corps diplomatique les orientations annuelles qui guideront leur travail à l'étranger et auprès des organisations internationales. Lors du dîner organisé à Brienne, le ministre a notamment rappelé que l'action diplomatique était de plus en plus inséparable de la puissance militaire. Mardi, le ministre a participé aux honneurs funèbres militaires rendus à l'adjudant Nicolas Latourte au 6e régiment du génie d'Angers. Il s'est ensuite rendu en Espagne pour participer à la réunion des ministres chargés de la défense de l'Union européenne. Et mercredi, il a poursuivi ses travaux sur la défense de l'Union européenne en prenant part à une réunion ministérielle informelle, toujours en Espagne. Ce jour, le ministre est sur la base navale de Toulon, sur le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, pour présider la cérémonie de passation de commandement du chef d'état-major de la marine entre l'amiral Nicolas Vaujour et l'amiral Pierre Vendier, qui devient major général des armées à compter du 1er septembre. Lundi 4 septembre, Sébastien Lecornu sera en déplacement en Bourgogne-Franche-Comté pour le 80e anniversaire de la libération de Sensé-le-Grand et il sera accompagné de Patricia Mirallès. Mardi 5 septembre, le ministre présidera les honneurs militaires rendus au sergent Nicolas Mazier. Et la secrétaire d'État, chargée de la mémoire et des anciens combattants, participera aux commémorations de la victoire de Chesapeake, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Je commence maintenant avec les actualités du ministère. Tout d'abord, les troupes de marine, qui célèbrent aujourd'hui et demain à Fréjus l'héroïsme de leurs anciens lors des combats de Bazeilles pendant la guerre de 1870. Comme chaque année, Marsan et Bigorre commémorent cette bataille emblématique de leur arme afin de rappeler la bravoure, la ténacité et le sens du sacrifice de leurs anciens. Rassemblées cette année sur le thème « Au-delà de la blessure », les troupes de marine font ainsi le lien entre les engagements d'hier et ceux d'aujourd'hui, tout en manifestant la force de leur fraternité d'armes. Et les troupes de marine sont particulièrement bien représentées à la DICODE, avec le général Cluzel, qui nous a rejoints cet été comme directeur adjoint.
Le général commandait les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Et je suis ravie donc d'accueillir le général Cluzel. Un sujet marine nationale maintenant. Le ministre des Armées a confié 3 nouveaux drapeaux à la garde de 3 forces de la marine. Cela s'est fait aujourd'hui même, à l'occasion de la cérémonie à bord du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude. En effet, la marine nationale est composée de 4 forces. La force d'aéronautique navale, la force océanique stratégique, la force d'action navale et la force des fusiliers marins et commandos marines. Mais jusqu'ici, seule la force des fusiliers marins et commandos marines avait son drapeau. Désormais, le drapeau aéronautique naval sera confié à la garde de la force de l'aéronautique navale. Le drapeau sous-marin sera attribué à la force océanique stratégique et le drapeau bâtiment de combat sera confié à la force d'action navale. Les drapeaux porteront à titre exceptionnel la croix de la Légion d'honneur et les croix de guerre des conflits auxquels les unités ont participé. Ces décorations récompenseront l'attribution des centaines de citations des unités et porteront l'héritage des milliers de marins morts au combat ou en service commandé. Une actualité sportive à présent avec le championnat du monde militaire de rugby. Je l'avais évoqué lors du dernier point presse, avant la pause estivale. Et pour rappel, ce championnat se déroule depuis le 16 août et jusqu'au 10 septembre en Bretagne. C'est la 4e édition du championnat, mais c'est la première fois en France. C'est un événement qui rassemble tous les 4 ans les sélections nationales militaires de rugby à 15. 12 grandes nations du rugby militaire s'affrontent au cours de 30 matchs. Et les armées sont pleinement engagées dans l'accueil de cet événement sportif qui se déroulera sur 8 sites militaires en Bretagne. Pour le moment, l'équipe de France fait un sans faute puisqu'elle a gagné, et de très belle manière, ces 3 matchs. Je vous rappelle les scores. Victoire 31-8 contre l'Australie, 59-3 contre le Japon et 127-3 contre les Pays-Bas. On souhaite donc à cette équipe le même parcours que celui de l'équipe de France militaire féminine, qui a été championne du monde en 2022 à l'issue de la finale contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande. J'attire maintenant votre attention sur quelques événements notables pour les armées dans les jours à venir. Alors pour la Marine nationale, la commémoration de la bataille de Chesapeake le 5 septembre dont je parlais tout à l'heure, c'est une bataille de référence, c'est un succès tactique ayant conduit à une victoire stratégique lors de la guerre d'indépendance américaine. Chesapeake rappelle le rôle décisif du combat naval dans un conflit d'ampleur et cette bataille incarne une marine victorieuse grâce à la préparation de ses équipages, à leur combativité et aux qualités tactiques et de commandement de ses officiers. En commémorant cette bataille, la marine rappelle la part décisive qu'elle a prise dans la création des États-Unis d'Amérique. Pour l'armée de terre, maintenant, 2 événements. Le 7 septembre, c'est la fête de l'infanterie de ligne et c'est une nouvelle fête d'armes au sein de l'infanterie. La cérémonie de baptême de la 367e promotion d'élèves sous-officiers de l'École nationale et sous-officiers d'armes d'active et les sergents 2023 de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. La promotion portera le nom d'un sous-officier de la BSPP, le sergent-chef Thomas Gabreau, mort au feu le 14 septembre 2002 à Neuilly-sur-Seine. Et c'est la première fois qu'une promotion d'élèves sous-officiers de l'armée de terre reçoit comme nom de parrain un sous-officier de la BSPP. Pour l'armée de terre, toujours, la signature de contrat pour les officiers sous contrat d'encadrement de l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan le 9 septembre à 11h à l'école militaire en présence du chef d'état-major de l'armée de terre. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur ces événements ou y participer, n'hésitez pas à vous rapprocher des SIRPA des armées concernées. Pour terminer sur les sujets d'actualité, parlons à présent de la rentrée scolaire. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, 2 rentrées sont à signaler. La première, c'est la rentrée de l'école d'enseignement technique qui a eu lieu le week-end dernier. 300 élèves sont rentrés
font partie de la 156e promotion de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace. Ils ont réalisé leur journée d'incorporation sur la base aérienne de Saintes. Ces élèves, techniciens, âgés de 16 à 18 ans et surnommés les Arpettes, viennent de toute la France. Outre passer le bac, ils suivront également durant 2 ans une formation militaire et citoyenne et la plupart rejoindront une école de spécialisation pour débuter une carrière de sous-officier au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Autre rentrée, celle de l'école des pupilles de l'air et de l'espace à Grenoble. Cette école accueille à partir de lundi 740 élèves du niveau collège aux classes préparatoires. L'école des pupilles de l'air et de l'espace fait partie des 6 lycées de défense du ministère des Armées. Initialement créée pour accueillir les orphelins de l'aéronautique militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, elle conserve une double vocation sociale et éducative. Et en 2022-2023, elle a accueilli 40 orphelins et pupilles de la nation. Toujours sur ce sujet de rentrée scolaire, je vais céder la parole à présent au colonel James, chef de corps du lycée militaire de Saint-Cyr, qui va nous présenter rapidement le BTS cyberdéfense proposé dans son établissement. Colonel. Bien, je vous remercie, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, colonel Nicolas James, chef de corps depuis 2 ans du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Et donc, à quelques jours de la rentrée scolaire de l'éducation nationale, le sujet était d'actualité, je suis venu vous présenter une des nombreuses formation innovante des armées dans un domaine particulier et qui présente des enjeux que vous connaissez bien, celui de la cyberdéfense. La cyberdéfense et les cyberattaques représentent, donc suivante s'il vous plaît, voilà, des menaces qui sont de mieux en mieux identifiées et qui sont multidimensionnelles. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais elles touchent à 3 sphères, la sphère privée comme la sphère publique. Et les cyberattaques sont le fait de particuliers, mais qui parfois, de manière cachée, recèlent des actions de l'État. Et puis la dernière sphère, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la sphère militaire et opérationnelle, où les États agissent ici à masque découvert, puisque la cybersécurité ou la cyberdéfense devient effectivement un enjeu de supériorité opérationnelle dont il est effectivement de bon ton d'assurer la maîtrise. Donc la cyber est une arme aujourd'hui considérée au même titre que des armes létales dont il faut se doter et pour lesquelles il faut former des combattants que l'on appelle donc des cybercombattants. À cet effet, donc, il s'agit à la fois pour nos intérêts stratégiques de les protéger et d'agir sur les intérêts de l'adversaire si nécessaire. À cet effet, donc, les armées sont dotées d'un commandement récemment donc, spécialisé, le commandement de la cyberdéfense, et puis d'un arsenal de doctrines, soit défensive et pour les armées également d'une doctrine offensive. Dans ce cadre-là, donc l'armée de terre en particulier, souhaitant maîtriser de bout en bout la formation et les compétences de ces cybercombattants, a créé il y a quelques années, 2017 pour être précis, une nouvelle formation, le BTS Cyberdéfense, qui est aujourd'hui donc hébergé au lycée militaire de Saint-Cyr. Il s'agit d'une formation sélective, suivante, merci, qui consiste en un recrutement qui est à la fois ouvert, attractif et sélectif. Alors, il est ouvert puisque c'est un recrutement post-bac, ouvert à tous les jeunes français, garçons comme filles. C'est un recrutement national et indépendant puisqu'il se fait, comme tous les recrutements dans le supérieur, à partir de la plateforme Parcoursup. C'est un recrutement qui est effectivement très attractif. Donc cette année, nous avons reçu, pour être précis, 984 dossiers de candidature sur Parcoursup pour 70 places ouvertes, ce qui me fait dire que c'est aussi un recrutement qui est sélectif. En plus de la sélection à caractère scolaire, s'ajoute une sélection d'aptitudes médicales, puisque, je vous le préciserai, donc les étudiants qui sortent du lycée militaire de Saint-Cyr avec leur BTS en poche ont une vocation particulière et dédiée à servir dans les armées. La motivation, effectivement, à servir dans les armées comme cybercombattant est également un des critères de sélection que nous regardons de près lorsque nous recevons les dossiers des élèves via Parcoursup. Donc la typologie, pour rester très synthétique, de nos élèves, c'est un recrutement national avec une très grande majorité d'enfants qui ne sont pas issus de milieux militaires.
et nous recrutons en sortie du baccalauréat sur toutes les filières, alors majoritairement à hauteur de 60% sur des filières générales à dominante scientifique avec option informatique, c'est logique, mais aussi pour 30% sur des filières technologiques, STI 2D, sciences de l'informatique, et puis pour 10% sur un recrutement post-bac de niveau professionnel. Donc on donne sa chance et ça fonctionne plutôt très bien à des lycéens issus du monde de la filière professionnelle. Voilà, c'est une formation exigeante également. Alors, en quelques mots, l'armée de terre a fait le choix d'un diplôme de l'éducation nationale. Un certain nombre d'écoles privées ont fait le choix de délivrer des titres. Nous, on s'est raccroché, je dirais, à une formation très encadrée qui délivre un diplôme de l'éducation nationale. Et donc, on suit évidemment le contenu des programmes de l'éducation nationale. C'est une formation qui dure donc 2 ans, à la différence souvent des écoles privées qui proposent une formation par alternance, qui a évidemment son intérêt. L'avantage de cette formation continue, c'est qu'elle délivre sur une année courante à peu près 2 fois plus d'heures de cours que des écoles privées qui sont en formation par alternance, soit environ 1800 heures de cours par an, soit 37 heures. Donc il y a une petite coquille dans la présentation, 37 heures de cours hebdomadaires et non pas 39 pour nos étudiants, ce qui en fait une scolarité tout de même assez exigeante, soit 7 heures de cours spécialisés qui donnent la coloration maison de ce BTS cyberdéfense et 30 heures conformes au programme de l'éducation nationale, qui délivre donc un socle théorique très solide pour nos élèves et qui donne satisfaction aux employeurs. À noter qu'ils suivent un stage au sein du ministère des Armées de 5 semaines en fin de première année. Ce stage est entièrement clé en main pour nos étudiants puisque c'est nous qui démarchons les unités du ministère des Armées pour leur trouver un stage le plus en cohérence possible avec leur formation. Et enfin, ils ont également des travaux pratiques, une deuxième année qui est essentiellement consacrée majoritairement consacrée aux travaux pratiques, qui est un peu moins théorique. Et ces travaux pratiques nous sont demandés directement par les futurs employeurs de nos élèves, ce qui donne donc une véritable cohérence de parcours et de projet. Voilà, les atouts majeurs de notre formation, c'est la vie à l'internat qui nous permet d'avoir un suivi individualisé et personnalisé de chacun de nos élèves, et puis aussi l'acculturation à la vie militaire qui est dispensée dans nos lycées de la Défense et qui permet de rendre nos étudiants, nos élèves directement employables à la sortie de leur formation. Un mot sur le niveau atteint par nos élèves. Donc le taux de passage en deuxième année est de l'ordre de 90%, puisqu'on est dans un examen et non pas un concours, et que la plupart des élèves satisfont au niveau requis pour le passage en deuxième année. Le taux de réussite des élèves passés en deuxième année est de 100%, et le niveau moyen du BTS cyberdéfense du lycée militaire de Saint-Cyr se situe, pour des BTS comparables au niveau national, entre 3 et 5 points au-dessus de la moyenne nationale. Voilà, il donne entièrement satisfaction aux employeurs, c'est surtout ça que l'on regarde. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'originalité de cette formation, c'est qu'on peut la qualifier de professionnalisante et d'intégrée. Alors professionnalisante parce qu'il y a déjà cette acculturation au monde militaire, la mise en situation lors des stages dans des unités du ministère des Armées et des travaux dirigés qui sont commandés par les employeurs ou d'autres unités militaires qui ont des applications directes ensuite au sein des armées. Elle est intégrée dans le sens où nos élèves signent un contrat d'éducation lorsqu'ils rentrent en formation et s'engagent au débouché du BTS à servir au sein du ministère des Armées, donc sur une répartition que je vais à présent vous présenter concernant les débouchés. Donc le BTS est géré par un protocole établi entre la direction des ressources humaines de l'armée de terre et les employeurs. Donc c'était la diapositive précédente, s'il vous plaît, merci. Donc les employeurs sont pour 50%
des étudiants, des lycéens, des élèves, l'armée de terre. Donc ils vont servir dans l'arme des transmissions essentiellement, et les unités spécialisées de l'armée de terre. Et pour 50% dans des services du ministère des Armées, essentiellement des services de renseignement. La taille des logos est à peu près proportionnelle au nombre d'élèves qui rejoignent ces entités. Donc vous voyez que l'actionnaire majoritaire, si je puis dire, des services de renseignement reste la DGSE, qui donc récupère en sortie de formation un grand nombre d'élèves sortis du BTS. La DRSD, donc le service de renseignement et de la sécurité de la défense, mais également la direction du renseignement militaire et la direction des systèmes d'information des armées. Voilà quels sont nos employeurs, et puis le protocole régit aussi la contribution de chacun d'entre eux au financement de cette formation. Le choix, il se fait en 2 temps, désormais, en fin de première année, sur la base du mérite, donc du classement de fin d'année par rapport aux résultats scolaires. Les élèves choisissent leur orientation soit vers l'armée de terre, soit vers les services. Et en fin de deuxième année, pour ceux qui ont fait le choix de l'armée de terre, ils choisiront l'unité qu'ils rejoindront après leur passage à Saint-Mexan. Et pour les élèves qui ont choisi un service, donc en deuxième année, ils choisissent le service concerné qui les emploiera. Pour la sélection dans les services, donc c'est une multiplicité de critères. Le premier critère, c'est évidemment le résultat scolaire qui donne le classement, mais aussi l'aptitude physique. Et enfin, le passage au crible, puisque chacun des employeurs, notamment les services de renseignement, reçoivent au cours de l'année les élèves pour étudier leur profil et savoir s'ils correspondent aux attendus des services considérés. Suivante. Et dernière diapositive, donc c'est une formation en pleine évolution. Elle a été créée en 2017, donc c'est la 6e rentrée scolaire pour le BTS Cyber, avec un effectif de 35 par niveau, donc ce qui nous faisait des cohortes assez petites. Bon, les enjeux que je vous ai décrits et la nécessité de fidéliser et d'augmenter le vivier de combattants cyber a conduit à doubler les effectifs à compter de la rentrée de cette année, 2023, avec une classe en première année supplémentaire et puis une deuxième classe l'année prochaine qui nous amènera à des promotions de 70 élèves théoriques sortant du BTS, soit 35 pour l'armée de terre et 35 pour les services, selon la répartition que je vous ai présentée. Voilà, l'avenir, puisque c'est en évolution permanente et pas encore écrit, mais il est probable que l'on aille vers une augmentation supplémentaire encore des effectifs dès la rentrée 2023, donc pas simplement un doublement. Et on s'interroge également sur la poursuite d'études, puisqu'aujourd'hui, les élèves qui sortent du BTS sont directement employés et n'ont pas de manière intrinsèque la possibilité d'aller vers une licence ou un diplôme de notre niveau. Certains services le proposent. Et donc le lycée, avec la DRHAT, réfléchit à la création éventuelle d'une licence par alternance maison aussi, qui serait le prolongement de la scolarité de nos élèves. Voilà, j'en ai terminé. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci, colonel. Est-ce que vous avez des questions en salle ou en audio ? Oui, bonjour. Juste une précision sur les chiffres. Vous nous avez marqué sur le tableau 924 dossiers déposés. Vous nous avez parlé de 984, vous. Oui, alors je vous confirme, c'était un ordre de grandeur. C'est effectivement 984 dossiers déposés sur Parcoursup cette année. Oui. Je vous en prie. Mon collègue, bonjour, Christophe Vignon pour le magazine Airfan, mais je suis aussi professeur et référent défense. C'est pour ça que le thème, bien sûr, m'intéresse doublement. 3 petites questions. Première question, vous êtes le seul lycée, notamment militaire, à proposer ce type de formation ? Alors oui, effectivement, le choix a été fait de centraliser la formation sur un seul lycée, pour des questions essentiellement de logistique, de recrutement des enseignants. Donc le BTS Cyber est unique et il est hébergé au lycée militaire de Saint-Cyr, oui. D'accord. Quels sont les critères en fait, de sélection des jeunes, bon, à part sur la partie bien sûr physique, mais quels sont vraiment les critères sur lesquels vous être sensible, parce que je vous rappelle pour mes chers collègues que dans le Parcoursup, il y a bien sûr une lettre de motivation que les élèves bien sûr doivent intégrer donc, à leur dossier. Et dernière question, quelles sont aussi peut-être les tentatives
de débaucher vos meilleurs candidats par les entreprises privées françaises, notamment, qui travaillent bien sûr dans le milieu de la défense. Je vous remercie. Donc les critères de sélection sont assez simples. Le premier critère et le plus important, c'est le niveau scolaire qui est apprécié donc par l'équipe d'enseignants de l'établissement qui étudie chacun des dossiers, après en avoir écarté ceux qui sont théoriquement pas compatibles avec la formation. Et donc on regarde l'ensemble des bulletins de classe du niveau de terminale pour savoir si le niveau acquis permettra de suivre avec succès la formation, puisqu'on a quand même un devoir de sortir tous les élèves que l'on rentre en première année. Le deuxième critère, vous l'avez évoqué, c'est celui de la lettre de motivation. Et on regarde attentivement justement la compatibilité, enfin ou en tout cas la bonne conscience des candidats du contrat d'éducation qu'on leur fera signer et des débouchés qui s'imposent à eux. Puisque évidemment la scolarité est gratuite, elle est particulièrement intéressante puisqu'elle offre directement un emploi à des jeunes sortis du bac +2. Mais la contrepartie, c'est l'obligation de rejoindre un des services ou l'armée de terre qui leur est proposé. Voilà. On n'a pas le levier principal qui est pour nous, c'est d'identifier en amont les élèves conscients de cette obligation à travers la lettre de motivation. Et puis le levier secondaire, ce sont les frais de scolarité qui sont dus au cas où les élèves ne se conformeraient pas au contrat d'éducation. Voilà. Pardon, Daphné. C'est comment vous les gardez parce que ce sont des jeunes qui sont à haute valeur ajoutée. Oui. On connaît les problèmes générationnels dans tous les secteurs avec des jeunes étudiants. Oui, ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Je vois contrat de 9 ans, lettre de motivation, ça sert. Mais comment vous gardez ces jeunes-là ? Alors aujourd'hui, on a effectivement assez peu de recul. Puisque je vous dis, la première promotion rentrée en 2017, donc sortie en 2019. Ceux qui ont choisi l'armée de terre sont arrivés dans les unités en 2020 et ceux qui sont dans les services, ils sont seulement depuis 3 ans. Il n'y a pas eu à ce stade d'évaporation, mais je pense que l'intérêt est partagé entre l'institution et ceux qui rejoignent les unités qui leur sont proposées parce qu'ils y trouvent aussi une première expérience. Donc je pense qu'on aura une vision beaucoup plus claire à l'issue des contrats, donc contrats de 3 ans dans les services, mais qui, je pense, ont quand même beaucoup d'atouts pour conserver ces jeunes, avec des possibilités d'avancement à l'interne qui sont nombreuses. Et puis, donc, à l'issue des 5 à 9 ans, puisque l'armée de terre essaye évidemment de proposer en priorité un contrat de 9 ans, mais on reste ouvert à l'éventualité qu'ils ne signent qu'un contrat de 5 ans au départ. Mais évidemment, donc, c'est la spécificité du métier sur laquelle on va essayer d'insister pour essayer de les garder. Parce qu'on ne sera sans doute pas concurrentiel sur, sur la rémunération notamment. Bonjour, Daphné Benoît, pardon, je suis là. Oui, Daphné Benoît de l'AFP. Ouais. Juste une petite question, vous avez parlé effectivement des débouchés, que ce soit les services de renseignement ou l'armée de terre, mais plus spécifiquement, combien de vos étudiants travaillent actuellement au ComCyber ? Alors le ComCyber, c'est un commandement qui a plusieurs unités subordonnées. Je n'ai pas les chiffres précis, donc si, je vous les ferai parvenir. On doit en avoir une petite trentaine depuis la première promotion sortie du BTS. Oui. Merci beaucoup, colonel. Si vous n'avez plus de questions, je vais passer maintenant au focus thématique. Consacré cette semaine à l'exercice Pégase 23. Cet exercice est une manœuvre aérienne de grande ampleur, une projection de puissance de l'armée de l'air et de l'espace. Et la mission Pégase 23 s'est déroulée donc du 25 juin au 3 août en Indo-Pacifique, qui est considéré comme un espace stratégique pour la France. En effet, la France en Indo-Pacifique représente à peu près 2 millions de ressortissants. C'est un espace essentiel de la zone économique exclusive française. Et la France souhaite, dans le respect du droit international, préserver la liberté de circulation, préserver l'accès aux espaces communs, garantir sa souveraineté et celle de ses partenaires régionaux. Et à cette fin, elle assure une présence continue dans la zone et des exercices réguliers sont organisés, dont Pégase. En chiffres, Pégase 23, c'est 40 jours de mission, 19 aéronefs, 10 Rafale, 5 A330 MRTT Phoenix, et 4 A400M Atlas,
Plus de 20 jours d'exercice et d'entraînement avec nos partenaires de la zone, l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, entre autres. Et je cède la parole à présent au général de division aérienne Tardif, directeur de l'exercice, dans sa phase 3, sur une partie du dispositif. Général, c'est à vous. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je suis le général Tardif, le sous-chef activité de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, en tant que sous-chef activité, effectivement, je supervise tout ce qui est opération aérienne au niveau stratégique pour l'armée de l'air et de l'espace, tout ce qui est entraînement, et de façon marginale pour aujourd'hui, tout ce qui est aussi maintenance. On rappelle sur cette slide le format, donc c'est 320 aviateurs sur 40 jours, comme ça a été évoqué, ce qui n'est pas énorme, parce que dedans, il y a tout. Il y a les mécanos, le soutien santé, le soutien commissariat, 19 avions. Donc, je reviendrai un petit peu sur les 19 avions dans la cinématique à travers 3 phases, et 11 escales qui ont été réalisées. Voilà, donc ce ne sont que des chiffres, mais ça donne un petit peu l'ampleur de l'articulation et la cinématique qui a été mise en place, qui est quand même un sacré défi. Je propose qu'on passe à la slide 4. Donc, première phase, ça a été le déploiement. Donc, ce déploiement, en fait, est parti juste à la fin du Bourget. Donc, il y a eu un point presse qui a été fait au Bourget et qui a déclenché, en fait, le déploiement de Pégase 23. Une cinématique assez complexe et rapide, ce qui nous a permis d'arriver donc aux portes de l'Indo-Pacifique, ou en tout cas au niveau de l'articulation entre l'Indien et le Pacifique, en 30 heures depuis la France, avec une escale aux EAU. Donc c'est une première prouesse. Et le deuxième point qu'on peut souligner, escale technique aux EAU avec l'ensemble des dispositifs. Puis le format s'est divisé en 2 paquets, un qui est allé en Malaisie et un deuxième qui est allé à Singapour. Voilà. Et à partir de là, on a déployé le paquet de Singapour, après les interactions en escale valorisée à Singapour, à Guam. Et là, c'était la fin de la première phase. C'est la mise en place pour l'exercice LSGE. Donc, pour bien situer ce qu'est Pégase 23, c'est bien un déploiement dans l'Indo-Pacifique, un appui de nos forces armées, un appui de nos territoires nationaux, dans lequel on a pris l'opportunité, ou on a saisi l'opportunité que nous présentaient les Américains pour participer à l'exercice US LSGE, donc Large Scale Global Exercise, qui se décline en plusieurs exercices sur lesquels je reviendrai, et qui n'est finalement qu'une partie finalement de cette projection de puissance dans l'Indo-Pacifique. Voilà pour cette slide, je n'en dirai pas plus. Slide suivante, s'il vous plaît. La slide suivante, donc, c'est la deuxième phase. Là, la deuxième phase, c'est le côté exercice. Quand on dit exercice avec les US, c'est les US qui ont organisé l'exercice, mais effectivement, il y avait plusieurs nations qui ont participé, Australie, Japon, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Canada. Voilà, donc là, on a déployé 6 Rafales avec le soutien MRTT et A400M, et les autres Rafales qui étaient en Malaisie sont rentrés en métropole. Donc, à partir de ce moment-là, on était sur un format à un demi-SSE, donc 6 Rafales, pour l'exercice américain, parce qu'on ne voulait pas afficher une ambition trop forte aussi dans le cadre de cet exercice. Et on était en général avec 2 MRTT et 2 A400M. Voilà. Dans cet exercice, on a été à Guam et à notre île à Palaos. Et le but pour nous, c'était d'exercer finalement nos opérateurs, nos pilotes, au Moran, c'est-à-dire être en capacité de se déployer à Guam, puis après se déployer à Palaos et avoir cette capacité à se disperser finalement sur différentes plateformes aéronautiques dans le Pacifique, comme on le fait actuellement sur le flanc Est dans le cadre de la crise de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc dans les exercices, il y a eu le Northern Edge qui était dédié à l'aviation de chasse. On a eu toujours une vigilance particulière sur les différentes séquences de cet exercice pour que notre signalement stratégique soit conforme à la volonté politique. Un deuxième volet qui était Air Mobility, qui était dédié à la partie transport, donc la 400M y a largement participé. Et on a participé aussi à Talisman Sabre en Australie avec les forces terrestres de la Nouvelle-Calédonie, le RIMAP Nouvelle-Calédonie, qui a été déployé par nos aéronefs en Australie, et puis le RIMAP de Polynésie française, qui a été déployé à Hawaï pour participer à un exercice avec les US. Voilà globalement l'environnement de cet exercice. Le défi était quand même colossal parce que on se situait finalement entre Guam, Palaos, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et l'Australie. Et derrière ça, nous, ça nous a été assez intéressant, et notamment parce qu'à Guam, juste avant qu'on arrive, quelques semaines avant, il y a eu un énorme typhon, ce qui veut dire que les soutiens à Guam étaient
assez dégradée. Et donc, on se trouvait vraiment dans une situation dégradée qui était plutôt très bonne et une bonne opportunité pour s'entraîner dans l'esprit que j'évoquais tout à l'heure de Morane. Et par là même, avec la 400M, on a pu aider les Américains aussi à redistribuer un petit peu leur soutien et leur logistique qu'ils avaient redéployé le temps du passage du typhon à Guam. Je noterai aussi, pendant cette phase, à peine arrivé à Guam, on a été sollicité au niveau de l'équipage A400M pour assurer une surveillance et un sauvetage en mer, puisqu'il y avait un bâtiment qui était à la dérive, ce qui nous a fait effectivement faire une mission réelle de SAMAR qui a duré 5 heures. Donc on a repositionné rapidement le bateau et on a suivi effectivement l'évolution de la position de ce bateau pour qu'il y ait une opération de récupération des naufragés qui soit réalisée, ce qui a permis de récupérer 11 personnes. L'autre point que je souligne aussi à travers l'exercice, c'est le fait d'avoir mis des officiers de liaison auprès de l'état-major US. Et le fait de les avoir auprès, ça permet de créer la confiance pour avoir un partage d'informations qui a été extrêmement riche. C'est-à-dire qu'eux sont tout le temps là-bas, connaissent fortement la zone, connaissent très bien les enjeux, connaissent très bien les postures de chacun. Et donc, on a appris beaucoup de choses à travers ces échanges et les différents vols que l'on a pu faire avec eux. Je propose qu'on passe à la troisième phase, donc la slide suivante. Donc là, c'est une phase qui a été la plus compliquée sur le plan logistique, puisque le dispositif s'est divisé en 3 par paquet de 2 rafales, et on a eu différentes effectivement cinématiques pour ramener tout le monde à travers des escales valorisées. Il y a eu donc la Nouvelle-Calédonie avec le VOPR qu'on a accompagné, et puis quelques renforts aussi qui ont été mis en place depuis la métropole en réutilisant des avions qui étaient à Guam. Donc toute une articulation très, très complexe qui a pu permettre effectivement d'apporter tout le soutien qui était nécessaire à ce VOPR. Là, il y a eu effectivement le passage en Corée du Sud, donc qui a été un moment exceptionnel, puis ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé chez eux. Et quelque part aussi, c'est tombé de façon très opportune au moment du 70e anniversaire de la fin de la bataille de la guerre de Corée. Voilà. Et donc on a été reçus avec beaucoup d'égards et on a pu participer aux célébrations de cet anniversaire qui commémorait le bataillon de Corée, pour lequel nous on avait quand même eu 270 soldats qui avaient perdu la vie sur les terres coréennes. Donc très bon accueil et très bonnes interactions. Et puis le Japon aussi, excellent accueil, excellente interaction et gros intérêt du Japon sur ce que nous faisons dans le cadre du développement des capacités de l'espace et de l'organisation du commandement de l'espace que nous avons ici dans nos armées. Puis ça a été l'Indonésie, la Djibouti. Et enfin, on a eu aussi une grosse interaction en Indonésie où tous les avions sont passés par l'Indonésie avant de rentrer sur la péninsule arabique et puis la métropole. Je ferai une incise sur l'Indonésie. C'est quand même, comme le dit son ambassadeur, le dernier dragon de l'Asie du Sud-Est. C'est quand même un pays qui a une position politique qui est très alignée avec la France, qui est francophile, qui achète du matériel français, A400M et Rafale, qui vont arriver très prochainement sur leur plateforme et dans leurs escadrons. Il monte sur la scène internationale. Il a un regard aussi sur le Pacifique avec des intérêts très proches de ceux qu'on peut avoir aussi en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc il y aura un travail à faire avec ce pays, et notamment dans le cadre de la montée en puissance des escadrons A400M et Rafale. Un point juste particulier qui souligne aussi tous les efforts qu'on peut faire. Alors je ne sais pas si vous connaissez les principes des user groups. On a des user groups avec les armées de l'air qui sont sur A400M, sur MRTT et sur Caracal. Et là, en l'occurrence, on avait un problème moteur sur la Corée du Sud. Et grâce, effectivement, à toutes ces connaissances mutuelles que l'on avait, on a pu rapidement réparer un des moteurs avec une nobe qu'on a pu récupérer auprès des Coréens avec des accords administratifs assez facilement mis en place. Donc, on travaille effectivement l'interopérabilité au niveau des équipages, mais aussi l'interopérabilité en termes de soutien et de maintenance. Et tout ça fait appel un petit peu à ce qu'on a fait pendant Orionis, donc toute cette maintenance dans la haute intensité avec des cadres, on va dire, administratifs allégés pour qu'on puisse être un peu plus agile. Je propose qu'on passe à la dernière slide. Donc, en bilan, c'est 40 jours de projection, c'est 300 aviateurs, ça on l'a dit. Les Rafales, c'est 170 sorties, la 400M, 80 sorties, la 330, 80 sorties aussi. Je voudrais souligner un point particulier, tout ça se fait grâce à un commandement et un contrôle
robuste et consistant. Donc on s'est appuyé évidemment sur le CAPCO qui est à Lyon-Mauverdun, qui a permis effectivement d'avoir cette vue globale de l'opération avec une délégation en local pour qu'effectivement toutes les affaires locales puissent être prises en compte de la manière la plus juste. Donc ça a très bien fonctionné. On s'est appuyé aussi sur l'EATC pour certaines parties de ces déploiements. Tout ça a très bien fonctionné et il y a eu des interactions effectivement avec les commandants supérieurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie qui ont aussi leurs responsabilités lorsqu'on est dans leur zone de responsabilité permanente. Ce que je veux souligner là, c'est qu'on arrive effectivement avec ce triptyque à une nouvelle ère pour l'armée de l'air. Le Rafale, la 400M et le MRTT, on part, on est autonome et on va au bout du monde. En 48 heures, on fait le demi-tour de la Terre. Et une fois qu'on a fait le demi-tour de la Terre, on est capable d'opérer le lendemain. Donc c'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, on estime qu'on a une armée de l'air et de l'espace qui est mondiale. Et on a complètement changé de monde avec ces nouveaux appareils qui nous donnent plus de capacités et qui, en plus, sur le plan technique, ont une disponibilité et une fiabilité bien plus accrue que ce qu'on pouvait avoir avec les anciennes machines. Donc c'est quand même une réforme assez forte. Et le dernier point aussi qui était assez novateur, même si on l'avait déjà fait par les Pégases, sur les Pégases précédents, c'est tout ce qui est approche M2MC, tout ce qui est influence et communication. Il y a toute une organisation que je ne détaillerai pas ici qui a été mise en place pendant Pégase pour qu'il y ait une délégation vers le plus bas et qui remontait effectivement vers le MACOM pour qu'on puisse effectivement faire résonner ces passages d'aéronefs, ces interactions, ces interventions aussi dans les think tanks et autres, au niveau de toute la sphère médiatique des pays qu'on croisait. Et ces pays sont ultra digitalisés. C'est assez impressionnant. Donc, dès qu'on lâche quelque chose dans les réseaux, ça va très vite et ça va très loin. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il reste une slide derrière. Non, c'est peut-être la dernière. Moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'avec Pégase, eh bien, effectivement, on a un vecteur remarquable de diplomatie. On exprime effectivement la volonté politique à travers différentes régions du monde et en l'occurrence pour la région de l'Indo-Pacifique. Je veux souligner simplement que cette opération, qui est une opération de l'armée de l'air à l'espace, mais s'inscrit dans un continuum d'opérations. Il y a la Marine nationale qui a déployé plusieurs bâtiments depuis le début de l'année, le Prairial, l'Ixmuth, le Lorraine. On a aussi fait travailler les différents régiments, comme je l'ai évoqué, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Tout ça, effectivement, c'est une approche interarmée qui permet d'avoir un signalement stratégique qui soit consistant et interarmé. Un point que je souligne aussi, et c'est lié à la LPM, il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau de la LPM pour tout ce qui est outre-mer, et il y a un gros travail à faire, effectivement, pour renforcer les capacités d'accueil de nos sites outre-mer pour qu'on puisse, effectivement, déplacer ces aéronefs avec des formats différents et surtout des tailles assez importantes, notamment si on considère le MRTT et la 400M. Voilà, une expérience humaine, effectivement, hors du commun, comme vous pouvez l'imaginer. Et après, pour la suite, nous, on fera, à l'armée de l'air, un colloque sur la diplomatie aérienne le 6 octobre à l'école militaire. Et évidemment, on commence à préparer le Pégase 24. Il se prépare dans une perspective européenne. On fera ça avec des alliés. Et ça nous permet effectivement d'embarquer d'autres nations européennes sur le sujet Indo-Pacifique. Voilà, j'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour toute question. Vidéo, éventuellement avant. Nous avons la vidéo peut-être avant.
beaucoup, Général. On va passer aux questions, si vous avez des questions en salle ou en audio. Oui, bonjour, Général. Christophe Villon pour le magazine Airfan. 3 petites questions rapides. Première question, combien de temps de préparation pour cet exercice? Deuxième petite question, par rapport à l'exercice précédent, au niveau des moyens employés, quelle est un petit peu la progression? Là, on avait compris qu'il y avait 19 appareils et plus de 300 aviateurs. Et enfin, aviez-vous donc en tête certains pays qui auraient pu être intégrés donc, à votre exercice Pégase 23? Moi, je pensais notamment peut-être à Taïwan. Merci. Oui, donc pour la préparation, effectivement, il faut quand même, si on veut avoir des escales qui soient utiles, donc durant lesquelles on puisse avoir des exercices, des vols, et travailler l'interopérabilité, il faut préparer en avance. Donc 6 mois, ça paraît être le bon créneau pour qu'on puisse effectivement préparer ça proprement et qu'on puisse avoir quelque chose d'efficace et de fructueux in fine. En termes de format, on a grosso modo multiplié par 2 le format entre 22 et 23. Et pour le pays de Taïwan, mais c'est une décision politique, donc qui ne m'appartient pas. Autre question? Bonjour, vous avez évoqué des vols allant jusqu'à 8 heures lors de ce déploiement. Est-ce qu'il n'y a pas une limite physique à un moment pour un pilote de Rafale à voler aussi longtemps avec les ravitaillements assurés par les MRTT qui peuvent être donc techniquement aussi longs qu'on veut? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous arrivez aux limites? Il y aura toujours une limite humaine. Alors, je ne saurais pas vous le dire, peut-être que tu sais le dire, mais il y a forcément une limite. Donc, on arrive à des vols de 8 heures, 9 heures. On envisage des vols peut-être assez longs aussi l'an prochain. Et il y aura une limite, donc je ne suis pas capable de vous dire ce qui est la limite actuellement. Là. Le plus long, ça a dû être 11 heures, je crois. Pas sur cet exercice. Oui, bonjour Pierre-Julien. Je reprends la question de mon confrère. Vous n'avez pas été tenté de faire un petit peu comme l'ont fait nos amis de la Royal Air Force, un vol complet, c'est-à-dire sans escale depuis la France, donc évidemment pas la Grande-Bretagne, jusqu'à Guam, parce que je crois qu'ils l'ont fait, eux, sans escale, mais avec ravitaillement, évidemment. Et puis, 2 petites questions. Vous nous avez rappelé qu'un A400M avait eu un souci. On en est où? Est-ce qu'il a été rapatrié? Et puis, je pense que vous avez profité de l'occasion pour faire voler, puisqu'on voit des biplaces, il y a quelques chefs d'état-major et autres, si on peut avoir, sans dévoiler beaucoup de secrets d'ailleurs, mais les nationalités des différentes personnalités qui ont pu embarquer derrière, voire peut-être pas devant, mais tout au moins derrière. Oui, alors le vol direct Guam, ça, s'il fallait le faire, on savait le faire. Aller directement à Guam, c'était pas notre volonté, notamment sur le plan politique. C'était un signalement qui était différent de celui qui était souhaité. Mais s'il faut effectivement se déployer sans s'arrêter, ça a été dit. On prend 11 heures de vol et vous voyez où on peut arriver. Donc ça c'est faisable sur le plan technique et opérationnel. Pour la 400M, on a de bonnes nouvelles effectivement pour la machine, puisque tout le matériel, il y a eu une équipe d'expertise qui est arrivé avec Airbus, le SIAE. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait fait l'exercice Orionis pendant Orion, où on a fait travailler les bureaux d'études des industriels sur une approche par les risques en termes de réparation sur théâtre. Et c'est ce qui a été adopté par l'ensemble des personnes engagées pour la réparation de cette machine. Donc le diagnostic a été fait, les pièces ont été acheminées, notamment il y en a une grosse et longue pièce qui est liée au changement de la profondeur. Donc les travaux sont en cours. On espère récupérer l'avion d'ici 10 jours. Voilà. Après, il y a un autre domaine qui est lié à la partie juridique avec les Canadiens. C'est un autre sujet qui est traité par ailleurs. Et sur les différentes personnalités qui ont pu Les embarquer personnalités qui ont pu être embarquées, moi je ne les ai pas toutes en tête. On a embarqué effectivement l'ambassadeur de France en Indonésie, ce qui est une très bonne chose, puisqu'effectivement, il saura de quoi on parle lorsqu'il aura discuté avec les Indonésiens à l'occasion de l'arrivée des A400M qui vont être très prochainement livrés à l'Indonésie. Et j'ai eu des passagers qui ont été embarqués. On pourra vous faire un point, je ne les ai pas en tête. Bonjour mon général, Valentin Gallet de l'agence France Presse. Donc en 2021, il y avait eu l'opération EFARA
qui était passé dans l'autre sens, avec une escale aux États-Unis, me semble. Là, du coup, la mission se déroulait dans l'autre sens au niveau du globe. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là de juste faire une escale sur notre base aux Émirats Arabes Unis et de ne pas forcément passer par nos alliés, comme on a pu le faire aussi avec une escale aussi en Indonésie pour cette opération 2023 ? Pour aller où alors ? Pour un déploiement dans la zone Pacifique et notamment notre zone de souveraineté en Nouvelle-Calédonie ou oui, on a d'autres. Enfin, déjà, si on rallonge effectivement les durées des déploiements si on va jusqu'à 10-11 heures de vol, on peut aller très loin. Et en s'appuyant effectivement sur nos territoires outre-mer, on peut très bien rejoindre les territoires nationaux pacifiques en s'appuyant sur nos territoires nationaux. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie, Général. Merci beaucoup. Et nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises en cours, avec le Général Pierre Godillère, porte-parole de l'État-major des armées. Merci, Madame la Directrice, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Vous avez commencé ce point presse par un hommage à nos 3 camarades morts en opération. C'est un hommage auquel tout le monde s'associe ici, évidemment. Et il m'a semblé important de commencer, moi aussi, par rappeler le contexte opérationnel dans lequel ils sont allés jusqu'au bout de leur engagement au Levant. J'ai eu beaucoup d'entre vous à ce sujet dans les 10 derniers jours. Mais voilà, un petit retour sur cette opération Chamal qui a débuté en septembre 2014, historiquement, à la demande du gouvernement irakien et sur ordre du président de la République. Et qui s'est transformé en un engagement au sein d'une coalition dans la lutte contre Daesh, et une coalition qu'on appelait et qu'on appelle toujours Operation Inherent Resolve. Et donc le Chamal est le volet français de l'opération qui contribue à cette coalition. Donc voilà, 2014-2015, et ensuite une réduction, en fait, voire une défaite territoriale de l'adversaire contre lequel on était engagé en soutien des Irakiens notamment. Donc la défaite territoriale de Daesh, environ fin 2017, et une organisation terroriste finalement qui se déterritorialise, je vais y arriver, qui commence à utiliser d'autres modes d'action, dont la clandestinité. Alors, cette défaite de Daesh est à mettre au crédit, bien sûr, du partenaire irakien qui aussi a acquis une autonomie, et notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et c'est pour ça, en fait, au vu de ces résultats, des capacités des armées et des forces de sécurité irakiennes, que l'opération Inherent Resolve s'est transformée en 2022, et que finalement l'opération Chamal, elle aussi, a pris une autre forme que l'appui direct, l'attaque directe contre Daesh. Et donc en fait cette opération maintenant se résume à 2 piliers distincts. Un pilier qui est conseil et formation vers les Irakiens, vers les forces irakiennes, au profit du commandement. C'est-à-dire que nous avons des officiers qui sont insérés au sein des états-majors irakiens à Bagdad, et plus sur le terrain, notamment dans le nord de l'Irak, avec des équipes qui forment et instruisent dans certains domaines les forces irakiennes. Et ça, c'est le premier pilier, donc là, pour le pilier formation et conseil. Le deuxième pilier, c'est le pilier appui, qui est essentiellement porté par les avions qui sont déployés sur la base aérienne projetée au Levant, mais qui comporte aussi un appui ponctuel au sol aux forces contre-terroristes irakiennes. Et donc en fait, avec les 3 morts en opération que nous avons auxquels nous avons tous assisté la semaine dernière, vous avez le pilier formation qui était engagé, notamment avec de la formation, par exemple, à la lutte contre les engins explosifs improvisés. Et le deuxième, c'était de l'appui à une mission de reconnaissance irakienne. Donc vous avez ces 2 volets. Là, vous avez sur la carte les emprises et les chiffres sur lesquels vous pourrez revenir en ligne.
de notre dispositif global dans le cadre de l'opération Chamal. Et une illustration, diapo suivante s'il vous plaît, du pilier appui et formation, en l'occurrence, avec du 21 au 23 août, le Joint Operation Command Advisory Team, donc le JOCAT, qui est situé à Bagdad, et qui a dispensé, avec des officiers français donc insérés, une formation au profit de 6 ITAC, Iraqi Terminal Attack Controllers, donc des contrôleurs aériens avancés irakiens. Ces Irakiens dépendent du CTS, Counter-Terrorism Service, et ils jouent un rôle essentiel dans les opérations aériennes conduites par les forces de sécurité irakiennes, y compris, comme vous pouvez le noter, dans la lutte antiterroriste. Cette formation contribue à leur montée en compétences dans le domaine de l'appui aérien, tout en leur permettant, là aussi, de devenir et d'être autonomes sur le long terme dans leur lutte contre les organisations terroristes de la région. Voilà pour ce point sur l'opération Chamal. Et on va revenir en Europe, où les armées continuent les mesures de réassurance au profit de l'OTAN, avec tout d'abord une activité en Estonie, du 21 au 25 août 2023, où la section du génie française a établi un réseau de tranchées pour le futur camp d'entraînement de l'Estonian Defense League, ce qui permet à la force partenaire estonienne d'évoluer dans un environnement qui est réaliste et qui permet aussi d'améliorer des compétences tactiques, notamment dans le cadre de scénarios défensifs de haute intensité. Du 7 au 25 août 2023, 15 nations de l'OTAN ont participé à l'exercice de coordination et d'appui aérien qui s'appelait Furious Wolf en Pologne et qui comportait aussi un volet en Lituanie et en Estonie. Cet exercice a permis aux contrôleurs aériens avancés, donc on parlait des contrôleurs aériens avancés irakiens, vous voyez que cette compétence, elle est aussi en Estonie, eh bien c'est ce qu'on appelle les JTAC, Joint Terminal Attack Controller, ces JTAC de chaque nation de se coordonner en temps réel avec différents aéronefs de la Baltic Air Policing, donc de la police du ciel dans les États baltes, tout en améliorant la compréhension mutuelle et les procédures communes bien connues dans l'OTAN. Le 30 août, sur la base militaire d'Amari, 120 parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes, le 1er RCP, ont été déployés à Kierna, donc en Estonie. Et cette compagnie d'infanterie légère avait pour objectif, et a pour objectif dans le mois qui suit, un entraînement et un partenariat exclusif avec la Ligue de défense estonienne, là encore. Sa mission est de compléter le dispositif de défense du territoire estonien et complémentaire du sous-groupement tactique interarmes qui est déjà déployé dans le cadre de l'Enhanced Forward Presence IFPB Battle Group, donc en Estonie. Et ça illustre la qualité de nos relations à la fois avec l'Estonie et notre engagement de l'OTAN. On passe en Roumanie avec la mission Aigle. Du 14 au 18 août 2023, les alliés français et luxembourgeois du Multinational Battle Group ont participé à un exercice intitulé Deployex. Comme vous pouvez le comprendre, c'est un exercice de déploiement de force depuis le camp de Cinku jusqu'au sud-est de la Roumanie et de la région de Babadag, sous très court préavis. Donc rejoindre sous très court préavis une zone stratégique en Roumanie sur ordre de l'OTAN pour participer à la défense de la frontière. Cet exercice a permis d'éprouver la capacité de projection de force du bataillon multinational dont la France est nation 4, je rappelle, en déployant 250 combattants, près de 70 véhicules tactiques, dont les chars Leclerc et des VBCI, à plus de 500 km du camp de base de Cinku. Cet exercice démontre la réactivité du bataillon et l'étroite coordination entre forces alliées. Dans les airs, une mission aérienne au profit de l'OTAN qu'on appelle Air Shielding et que vous connaissez, depuis la France, avec 2 Rafales et un C-135, donc un avion ravitailleur, qui, le 24 août, ont participé à une mission d'entraînement conjointe avec 2 Eurofighter 2000 espagnols et 2 F-16 turcs dans le ciel roumain.
Au sol, le moyen solaire, le système solaire Mamba français était partie prenante du scénario depuis le site où il est basé à Capua Media, en Roumanie. Contrôlé par un centre de détection roumain, l'ensemble des moyens engagés ont travaillé les procédures communes, améliorant ainsi la capacité à opérer ensemble dans la défense du flanc est de l'OTAN. Sur mer, la frégate de défense aérienne FDA Chevalier Paul a débuté une mission de plusieurs semaines en Méditerranée orientale. C'est toujours des activités qui concernent l'OTAN puisqu'elle est engagée dans des missions de réassurance au sein du Standing NATO Maritime Group 2, SNMG2, aux côtés de bâtiments alliés et permet de fournir une appréciation à la fois partagée et aussi autonome dans cette zone. Depuis le 30 août, la FDA, la frégate Chevalier Paul, est intégrée à l'escorte du Carrier Strike Group 12, articulé autour du porte-avions américain USS Gerald Ford. En Méditerranée orientale, toujours, une coopération bilatérale, cette fois-ci franco-libanaise, avec le 25 août, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain SEN, qui a accosté dans le port de Beyrouth, après avoir conduit des exercices d'évolution à la mer et de préparation au ravitaillement avec la Maritime Task Force de la FINUL, de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, et prolongé dans un exercice et un entraînement bilatéral avec les forces armées libanaises sur la mise en œuvre de matériel anti-pollution. En Afrique, du côté du golfe de Guinée, le porte-hélicoptère Mistral a appareillé le 14 août depuis Toulon pour 4 mois dans le golfe de Guinée en coopération avec les États riverains, leurs marines et leurs forces terrestres. Il a effectué sa première escale au Sénégal du 22 au 27 août et du 25 août au 9 septembre, il embarque une trentaine de stagiaires de pays riverains qui participent à un stage qui s'appelle le SIREN, stage d'instruction régionale embarqué et numérique, afin de mener une séquence conjointe d'entraînement entre le groupe tactique embarqué Dragon et 2 sections du bataillon de commando des forces armées sénégalaises. On revient au Proche et Moyen-Orient, mais pas sur Chamal, plus particulièrement relié aux forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, avec le 22 août, la frégate multimission Languedoc qui a effectué un ravitaillement avec une barge émirienne au large de Fujairah. Elle a ensuite franchi le détroit d'Ormuz pour patrouiller dans le Golfe en soutien de la CTF 150, Combined Task Force 150, la coalition multinationale qui assure des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme, de piraterie et de narcotrafic. Le 25 août, en l'occurrence, la FREM Languedoc a accosté à Dubaï pour effectuer une relâche opérationnelle jusqu'au 28 août. Dans la même zone, et depuis fin juillet, le sous-marin nucléaire d'attaque SNA Suffren effectue ses premières patrouilles opérationnelles en océan Indien et dans la région. Il a réalisé 2 escales, dont l'une effectuée début août dans la base navale de Djibouti et l'autre dans la base navale des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis. Et vous avez pu suivre ceci sur nos réseaux. Ainsi, le 25 août, le Suffren a accosté sur la base navale d'Abu Dhabi, qui constitue un point d'appui stratégique dans le nord-ouest de la zone océan Indien, avec un partenariat solidement ancré entre la France et les Émirats arabes unis. Les forces françaises sont en mesure d'y accueillir et d'y soutenir tous les types de bâtiments de la Marine nationale qui sont déployés dans la zone. Ceci contribue efficacement à la stabilité régionale en réaffirmant le ferme attachement français à un ordre fondé sur le droit international et la liberté d'accès aux espaces communs. J'ai terminé pour ce premier tour de monde de la rentrée et je suis prêt à répondre à votre question. Madame Benoît. Merci, colonel. J'ai plusieurs questions sur l'Afrique. Tout d'abord, je voulais avoir un petit point d'appréciation sur la situation en termes de groupes armés au Niger. Est-ce que vous avez le sentiment que les djihadistes profitent des troubles politiques au Niger actuel pour évoluer? Est-ce que vous avez constaté
des événements particuliers. Par ailleurs, j'aurais voulu savoir quel dispositif était prévu dans l'hypothèse d'une expulsion de l'ambassadeur, puisqu'on a des rumeurs sur ce point précis. Et également sur le Gabon, je voulais savoir si il y avait des planifications ou des préparations en vue d'une possible résévac. Est-ce que c'est une hypothèse qui est actuellement étudiée par l'état-major? Merci. Alors, 3 questions sur lesquelles je vais répondre dans l'ordre, Madame Benoît. Le premier, sur l'appréciation de situation sécuritaire au Niger. Je peux vous dire qu'en un mois, depuis l'arrivée de la junte à Niamey, il y a eu une dizaine d'attaques terroristes dans la zone des 3 frontières et qui ont fait des dégâts considérables. Donc voilà, des choses qui sont factuelles dans la région. La deuxième chose, concernant les mesures relatives à l'expulsion de l'ambassadeur. Si je me souviens bien, l'ambassadeur a été maintenu à son poste par le président de la République. Donc ça, c'est une décision de niveau politique, et puisque la France ne reconnaît pas la junte comme autorité légitime. La deuxième chose, c'est que les forces françaises, les forces militaires françaises qui sont au Niger, et notamment à Niamey, sont prêtes à répondre à n'importe quel regain de tension qui porterait atteinte aux symboles ou aux emprises diplomatiques ou militaires françaises dans la région. Et enfin, le troisième volet concerne le Gabon, où... quelle était exactement votre question? L'hypothèse d'une résévac, est-ce qu'il y a des préparations? Il n'y a pas d'hypothèse de résévac plus que ça. Dans les pays où nous avons des forces déployées et des ressortissants qui vivent, il y a des plans de résévac qui sont régulièrement mis à jour et auxquels, bien sûr, nous nous entraînons là aussi très régulièrement. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Monsieur Sauce? Oui, pareil. Attendez le micro. Oui. Merci, mon colonel. Pareil, un élément d'appréciation de l'état-major ou de vos officiers en Irak, savoir si on est purement dans une terrible série noire sur 10 jours ou s'il y a une résurgence particulière. Et puis un élément plutôt de compréhension sur la communication de l'état-major, puisque vous avez cité et montré le visage d'un opérateur de force spéciale, donné des détails également sur des blessés. Est-ce que c'est une nouvelle façon de communiquer? Évidemment, il mérite autant d'hommages que ses camarades, mais voilà. Est-ce qu'on est vraiment sur une opportunité seule de communication ou est-ce que vous allez communiquer aussi lorsqu'il y a des contacts avec les FS? Merci. Je vais commencer par la deuxième question. La première chose que je veux rappeler dans ce contexte-là, c'est le soutien que nous apportons d'emblée et sans aucune équivoque à la famille. Et donc nous prenons toutes les précautions, notamment vis-à-vis on va dire, de la communication que nous pourrions apporter à ces soldats et aviateurs morts pour la France. Le fait que nous publions une photo, c'est bien sûr parce que c'est avec l'aval, et en l'occurrence, c'est aussi pour rendre hommage. Et c'est important pour tout le monde de mettre un visage sur ceux qui ont donné leur vie pour la France. La deuxième chose concerne la situation de manière globale, et vous parlez de série. Ce qu'il faut voir, c'est que les circonstances de ces 3 décès en opération sont très différentes. Voilà. En revanche, et vous avez pu les lire dans les communiqués que nous avons produits. En revanche, il y a quelque chose qui les rassemble, c'est d'une part la menace auquel ils font face, et donc la réalité de cette menace, qui a été rappelée encore une fois, le terrorisme dans le discours du président aux ambassadeurs. Et la deuxième chose qui rassemble ces militaires, c'est leur engagement. C'est leur engagement au service de la France et pour aller défendre et lutter contre nos ennemis et apporter notre soutien aux partenaires, où que ce soit dans le monde. C'est la même menace, il y a plus de menaces, il y a pas...
il y a une permanence de cette menace, et c'est bien pour ceci que les Irakiens continuent d'y faire face et continuent à demander des actions de partenariat et continuent à monter en puissance également. Mon colonel Pierre-Julien Nouveau, juste en faisant suite à la question, puisqu'on a noté une ouverture, on peut dire, puisqu'on parle malgré tout des forces spéciales, a-t-on une idée du bilan de cet affrontement français, irakien contre Daesh? Et puis quel est l'état de santé des blessés, puisqu'on parlait d'un plus grièvement blessé que d'autres? Et puis une autre question, mais là on partira en Afrique, avec, vous nous avez parlé, 10 attaques terrestres venant des djihadistes. La France n'a pas du tout bougé, aussi bien en aérien qu'en terrestre. Et puis malgré tout, vous pouvez quand même nous confirmer que la sécurité de l'ambassade, de l'ambassadeur, sa famille d'ailleurs, a été renforcée? Je vais commencer par le deuxième point. Le partenariat avec le Niger, il est suspendu depuis le 26 juillet, depuis la tentative de coup d'État, parce que nous ne conduisons pas d'opération militaire avec des autorités qui ne sont pas reconnues politiquement par la France. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, il n'y a pas eu d'interaction, on va dire, opérationnelle avec les Nigériens dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, un partenariat qui nous animait avec succès tout au long de l'année passée. La deuxième chose, c'est que oui, les dispositions sont prises, comme je vous dis, pour protéger les emprises diplomatiques et militaires françaises et pour parer à tout regain de tension. Ça, c'est ce que je vous disais de manière liminaire. La première question était sur le Levant et... Oui, ah oui. Il y a donc... OK. Donc, il y a eu 4 blessés français lors de cette mission qui sont désormais hors de danger. Voilà. Leur vie n'est pas en danger. Et, non. Bonjour, mon colonel Mériadec Raffray de Valeurs Actuelles. Je voulais revenir sur l'Afrique. J'ai plusieurs petites questions. La première, est-ce que vous pourriez redonner de manière un peu plus précise quelles sont les emprises françaises au Niger? Parce que ça a pas mal bougé, je voudrais juste avoir une clarification là-dessus. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur le bilan constaté de la recrudescence djihadiste au Niger, est-ce que vous pouvez, je sais pas, est-ce que vous pouvez donner une appréciation de situation sur le Mali et le Burkina Faso? Au Mali, on parle beaucoup de regain, effectivement, enfin de... comment dirais-je, de taches d'huile qui s'amplifient des djihadistes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées là-dessus? Je voudrais aussi comprendre, peut-être, ou pas d'ailleurs, comment dirais-je, l'implication des forces françaises dans la montée en puissance de la force de la CEDEAO. Est-ce que vous êtes impliqué ou pas? Comment? Et puis, autre question, alors ce que je comprends, c'est que vous dites que les Français, évidemment, sont prêts à réagir si les intérêts français sont menacés directement au Niger. Il y a déjà des forces sur place. Est-ce que vous avez pris d'autres précautions? Est-ce que vous avez prépositionné des forces ou pas? Voilà, puisque par ailleurs, il y a une petite musique africaine accréditant la thèse selon laquelle les Français pourront intervenir. Bon, je crois que c'est pas le cas, mais voilà, quelques questions. Merci beaucoup. Alors, dans l'ordre, les emprises françaises au Niger. Les emprises françaises au Niger, elles sont maintenant réparties sur 3 sites. La base aérienne projetée à Niamey, qui est au sein de la base aérienne 101 nigérienne, qui constitue le nœud logistique de notre déploiement là-bas. C'est aussi là où il y a des moyens aériens, évidemment, avec une piste. Donc, pour des raisons évidentes, c'est là où ils sont. Il y a aussi 2 postes avancés que je ne nommerai pas pour des questions de sécurité opérationnelle qui constituaient les emprises de partenariat militaire de combat avec les forces nigériennes jusqu'au 26 juillet. Voilà, et c'est ces 3 sites environ qui sont concernés désormais par notre présence au Niger. Ensuite, pour la situation sécuritaire, on va dire, dans la bande sahélo-saharienne, force est de constater que depuis 1 an, au moins, les pays qui sont animés par des juntes au pouvoir font face
à la fois à une recrudescence des attaques et surtout à une mise en danger de leur population. Et c'est bien eux, c'est les populations les premières concernées par cette empiration de la situation sécuritaire et qu'on peut généraliser effectivement entre le Mali et le Burkina Faso, oui, depuis un an et demi. La dernière question concernait la CEDEAO. La CEDEAO qui conduit donc depuis maintenant plus d'un mois, depuis le 26 juillet dernier, des initiatives politiques pour avancer et faire revenir l'ordre constitutionnel au Niger. Et ce sont des initiatives et qui peuvent aller jusqu'à une intervention militaire. Et ce sont des initiatives que la France soutient sans équivoque, évidemment, politiquement. Et il n'y a pas beaucoup plus d'éléments que ça à vous fournir. Ce sont la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce sont bien les États africains qui prennent en compte une situation de crise dans leur région et qui apportent des solutions, une solution politique et éventuellement militaire. Et le président a dit qu'il soutenait évidemment ces initiatives. Merci beaucoup. Pardon. Dernière question, renfort par renfort, enfin, il y a... Le dispositif français, j'entends. Hein, ouais. Alors, pour faire face au regain de tension, on compte sur des forces qui sont au Niger. On compte aussi sur les pays sur lesquels nous avons des emprises et des forces qui sont déployées. Colonel, je me permets de revenir vers vous pour 3 petites questions. Tout d'abord, je voulais savoir si les forces françaises actuellement déployées à Niamey étaient finalement tenues de rester sur la BAP, ou alors elles sont encore libres de leur mouvement. Par ailleurs, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous nous avez dit sur ces incidents, cette dizaine d'attaques dans la zone des 3 frontières? Vous parlez de dégâts considérables. Est-ce que y a eu des victimes civiles? Est-ce que ça a touché, par exemple, est-ce que des forces de sécurité nigériennes ont été attaquées? Est-ce qu'il y a eu des dégâts humains? Et 3e question, en fait, je reviens sur le décès du membre du CPA-10. Et je vous avais posé la question là-dessus. Je vous avais demandé si un hommage particulier, comme celui qu'on réservait aux membres des forces françaises tombées au Sahel, était prévu, et vous n'aviez pas de réponse à me donner. Mais je voudrais savoir quels sont les critères en fait pour ce passage sur le pont Alexandre III et des hommages aux invalides, puisque là, clairement, ce membre du CPA-10 est tombé dans l'exercice de ses fonctions, enfin au combat, et donc je ne vois pas vraiment pourquoi il n'y aurait pas de cérémonie prévue. Donc ce que je vous avais répondu et que je vais répéter là, mais je vais le prolonger ensuite. Il y a bien sûr le temps de la prise en compte de ces décès, le temps des communiqués officiels, le temps et en simultané bien évidemment de prise en compte des familles et des proches. Et puis le deuxième temps, c'est l'hommage avec les frères d'armes, donc régimentaires ou bases aériennes. Mais je vais peut-être laisser le CIRPAER ou il y a des hommages qui sont prévus depuis notre dernier coup de téléphone. Oui, merci Madame Bedeau pour la question. Effectivement, le plan hommage a été déclenché. Donc c'est une décision en fait du ministre par rapport à ça. Donc entre la question et aujourd'hui, on a donc un plan hommage qui sera déclenché, donc un passage sur le pont Alexandre III, une cérémonie aux Invalides et vraisemblablement une cérémonie à Orléans, comme ce qui se faisait en fait précédemment. On attend juste en fait le retour. La question en fait a été posée à la famille avec une date, une proposition. On attend le retour et vous aurez, je pense, aujourd'hui ou demain matin ou plus tard, les détails. Vraisemblablement, ça se fera en début de semaine prochaine. Donc on aura bien un passage sur le pont Alexandre III où on souhaite effectivement avoir un maximum de monde pour rendre hommage à Maxime, donc le sergent Nicolas Mazier. Si je peux juste me permettre par rapport à la question de M. Sauce, la photo en fait qui avait été diffusée a été choisie par la famille. Ce n'est pas une photo officielle et elle a été bien choisie par la famille. Sur la situation sécuritaire au Niger, je vous renvoie à un communiqué des forces nigériennes qui ont fait acte de plusieurs de ces attaques,
et je pourrais récupérer plus d'éléments pour détailler, pour faire un point sur le sujet. Et là, sur les personnels de la BAF? Alors, il y a évidemment des mesures de précaution qui sont prises depuis le 26 juillet, en fait. Depuis le 26 juillet. La liberté de mouvement, les militaires sont cantonnés à leurs activités sur la base aérienne projetée et sur leurs postes avancés, puisqu'il n'y a plus de partenariat en vigueur avec les forces nigériennes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la circulation se fait de manière pour des choses fonctionnelles et qui permettent à un camp de vivre. Juste une question complémentaire. Est-ce que nos drones continuent d'opérer? Le drone ne continue plus d'opérer, puisque les moyens militaires et notamment aériens français étaient là dans le cadre du partenariat militaire de combat avec le Niger pour lutter contre les groupes armés terroristes. Vous pouvez juste rappeler combien il y avait d'appareils et de drones? Il y a toujours, il y a des chasseurs, donc des Mirage 2000D, des Reaper, des A400M et un avion ravitailleur également sur site, sans oublier des hélicoptères de manœuvre et des hélicoptères de combat. Donc le panel finalement de l'action aérienne. Merci beaucoup, colonel. S'il n'y a plus de questions, nous allons clore ce point presse. Madame Oliéric. Pardon. Dorothée Oliéric, France Télévisions. Juste quelques petites précisions sur le Gabon. Les effectifs français, c'est bien 400 militaires sur place? Environ 400. Environ, oui. Quelle remontée d'informations vous avez eue sur cette journée de putsch et quelles consignes ont-ils? Alors, les remontées d'informations, j'ai eu les mêmes que vous, quasiment. Et donc, dans la nuit, en fait, de mardi à mercredi, il y a eu des mesures, là aussi, de précaution sur site. Et pour ceux qui habitent en dehors du site. Après, il n'y a pas de manifestation de menaces particulières envers les Français, certainement pas envers les militaires français, ni sentiment anti-français. Donc voilà, c'est les derniers échos dont je vous fais profiter. Merci beaucoup. C'est une question importante, ça, l'histoire du sentiment anti-français. À Niamey, vous l'évaluez comment, l'évolution du sentiment anti-français? Toujours présent parce que là, il y a des divergences d'analyse là-dessus. Alors, je n'irai pas dans les détails ici. Ce que vous avez pu constater, c'est que le dimanche 30 juillet, c'est le facteur, donc les manifestations devant l'ambassade et le degré de violence qui a été manifesté, qui a décidé à la fois la volonté politique de mettre en place une opération militaire avec le ministère européen des Affaires étrangères également, pour faciliter le départ des gens qui voulaient quitter le Niger, qu'ils soient français ou européens. Donc il y a eu vraiment une matérialisation, une cristallisation de ce sentiment aux alentours de ce dimanche 30 juillet. Ensuite, ça a été de manière assez épisodique, mais en perte de vitesse également, ouais, en termes de mobilisation. Une dernière précision. Tu as parlé de 2 bases avancées au Niger. Pas de modification du dispositif ou éventuellement on a retiré certains éléments de ces 2 bases avancées? À ce stade, ils sont toujours sur les bases avancées. Ouais. Merci beaucoup à tous, merci colonel, et rendez-vous donc la semaine prochaine à 11h pour le prochain point presse et on reviendra vers vous avec les éléments complémentaires. Merci.